beau champion, quel champion incontesté, quel champion dominant. Arne Slot a réussi pour l'après-Klopp, alors qu'on pensait que ce serait très compliqué, à refaçonner un groupe, à refaçonner une équipe et à réussir à aller très loin avec un Mohamed Salah exceptionnel qui a fait une saison tonitruante, même s'il a connu un petit coup de moins bien début 2025. Franchement, il fait une saison stratosphérique. Il a encore marqué aujourd'hui et c'était totalement mérité. Ce duo de défense centrale Van Dijk-Konaté qui a été impérial, et surtout pour moi ce qui a été vraiment la force d'Arne Slot, ce milieu de terrain avec McAllister, avec Gravenberch, avec Szoboszlai, surtout ce qu'il a réussi à faire de Gravenberch et de McAllister qui est devenu un joueur encore plus complet que ce qu'il était sous Klopp la saison dernière, et évidemment Luis Diaz, Cody Gakpo qui a réalisé une saison exceptionnelle et d'ailleurs qui était blessé pendant la période où Liverpool a été un peu moins bien. Les remplaçants ont fait le travail, les Curtis Jones, les Harvey Elliott, les Connor Bradley, on parle aussi de Diego Jota, Darwin Nunez. Il y a vraiment eu tout un groupe qui a été façonné autour d'Arne Slot qui rentre déjà dans la légende, et ça fait tellement du bien de voir ce Liverpool champion parce que on rappelle que lors du dernier titre de Liverpool, le seul en PL sous l'ère Jürgen Klopp, c'était le Covid, les supporters n'avaient pas pu le célébrer, donc là c'est la première fois qu'ils vont pouvoir le célébrer et depuis très très longtemps, donc tellement heureux pour eux. Tellement heureux pour Klopp, pour tous ces joueurs qui ont réalisé une saison en Première Ligue exceptionnelle. Amine Gouiri, qui reçoit un ballon de Greenwood sur la droite. Contrôle de la poitrine, enchaînement, retourné acrobatique qui trompe le gardien. Pour le 3-1 de l'OM face à Brest, alors qu'on n'est qu'en première période. Pour moi, c'est clairement digne du prix Puskás et il pourrait être parmi les favoris pour gagner ce trophée. Parce que l'enchaînement, il y a la retournée acrobatique, c'est une chose. Mais l'enchaînement, quand tu fais le contrôle de la poitrine, que tu la reprends, que c'est exceptionnel, ça c'est incroyable. Déjà pour moi, il aura le prix du plus beau but de la Ligue 1. Mais celui Puskás, il pourrait être sélectionné parce que c'est vraiment un super but. Et au-delà de ça, cet homme, Amine Gouiri, quelle première période. Première période de très très haute facture et surtout, quelle recrue. Parce qu'on pouvait douter, on s'est dit il vient pour jouer neuf, c'est plus un ailier. Enfin, dernièrement, c'était plus un ailier parce qu'on sait qu'il a été formé buteur. Bah là, dans le système de De Zerbi, dans cet OM-là, il se débrouille super bien. Il a déjà marqué énormément de buts. Il est hyper utile à cette équipe de l'OM. Il est déjà très apprécié des supporters. Pour l'instant, franchement, c'est un 10 sur 10 depuis qu'il est arrivé à l'OM. Quand tu regardes la saison du Napoli sous Antonio Conte, on sait qu'en général, les premières saisons d'Antonio Conte sont souvent très réussies. Là, il a repris Naples, ils avaient du retard, beaucoup de retard. Il y a encore 3 semaines, tout le monde pensait que l'Inter filait vers le titre. Et là, Napoli s'impose ce soir. L'Inter perd cet après-midi face à la Roma. Le Napoli a désormais 3 points d'avance avec un calendrier bien plus abordable pour les 4 derniers matchs de la saison. Et il faut parler d'un homme, Scott McTominay, qui réalise une saison exceptionnelle. Lui qui était déjà très bon à Manchester United, mais c'est vrai qu'à Manchester United ces dernières années, c'était quand même dur de pouvoir jouer à un plus haut niveau. Antonio Conte a fait des pieds et des mains, a demandé à De Laurentiis de signer Scott McTominay et finalement on se rend compte pourquoi. Joueur exceptionnel, qui a un apport dans le jeu incroyable, volume de jeu énorme, récupération des ballons aussi hors norme, joueur qui fait des super tacles, qui est très bon et aussi qui a un pouvoir offensif dans le jeu d'Antonio Conte, tout simplement exceptionnel. Figurez-vous que Scott McTominay, milieu numéro 8, a marqué 11 buts en Serie A à l'heure où on se parle, a délivré 4 passes décisives, il est à 13 ou 14 buts, toutes compétitions confondues. C'est tout simplement exceptionnel et il faut mettre vraiment du crédit sur la saison stratosphérique, parce que c'est le mot qui est en train de pondre McTominay avec le Napoli, et c'est peut-être lui, avec son doublé encore ce soir contre Torino, qui va peut-être aller offrir le titre au Napoli, ce qui serait extraordinaire. Victor Gyökeres, le Sporting a été moins bien, lui il a continué à marquer. Même à un moment donné, son entraîneur, il ne le mettait pas pendant 4-5 matchs de fin janvier à fin février. On s'est dit qu'est-ce qui se passe, etc. Il est revenu depuis fin février, il a un rythme de malade. Gyökeres, c'est 52 buts en 48 matchs, les gars. Donc pour ceux qui se posaient des questions, c'est une saison one-shot, je sais pas quoi, il vient d'en faire une deuxième, encore mieux que la première. Regardez sa forme, les gars, depuis fin février. Regardez. But, passe D, doublé, doublé, but, passe D, doublé, passe D, but, but. Il y a juste contre Santa Clara où il n'y a rien eu, triplé contre Moreirense, but, passe D contre Rio Ave, et aujourd'hui, c'est un quadruplé. Ce mec-là, c'est un ovni. Mais vous le regardez en plus, vous savez qu'il va s'imposer dans un top club européen. Et s'il n'y a pas un club qui vient poser 80-100 millions sur lui, et ce serait un excellent coup, moi, je comprends plus rien au foot. Vous voyez la puissance qu'il dégage.
La vitesse, il est très rapide. Ceux qui disent il marque que contre des petits clubs, contre City, il leur a fait très mal aussi en phase de poule de Ligue des Champions. C'est un monstre. C'est un buffle devant les buts. Il a une puissance, il fait peur à la défense adverse. Dans les frappes, dans les déplacements, dans les dribbles. Là, il a marqué un but où il a éliminé un 1 contre 1. C'était extraordinaire. C'est un animal, ce mec. Il est extraordinaire. Cette image a tout d'officiel puisque c'est Fabrizio Romano qui a annoncé que le Brésil avait un accord de principe avec Carlo Ancelotti pour que l'entraîneur italien devienne le nouveau sélectionneur du Brésil à l'issue de la saison. Malgré la triste fin cette saison au Real Madrid, on reviendra sur lui parce que c'est une immense légende du club et il a réussi des choses extraordinaires. Mais là, on va se concentrer sur cette information parce qu'elle est hyper importante et parce que ça pourrait être sûrement la dernière étape de Carlo Ancelotti, même en tant qu'entraîneur de club, tout simplement parce qu'il commence à se faire vieux. Et ce sera probablement du coup à la Coupe du Monde 2026 avec la Seleção qui rêve enfin de retrouver une Coupe du Monde. Et quand on voit l'état actuel de la sélection, très clairement, il va y avoir du boulot. Il va falloir voir aussi ce qui va se passer avec Neymar parce qu'il fait que se blesser actuellement. Mais pour Carlo, ça va être un vrai test. Ça va être l'occasion aussi pour lui de rebondir et de voir s'il peut terminer sa carrière en beauté de manière légendaire en emmenant le Brésil vers un sacre à la Coupe du Monde, ce qui paraît aujourd'hui quasiment impossible au vu actuel de l'état de l'équipe et surtout à la vue actuelle aussi de l'état des autres sélections qu'on peut estimer beaucoup plus fortes. Mais en tout cas, c'est un coup de massue. Carlo Ancelotti va bel et bien s'engager avec le Brésil à l'issue de la saison du Real Madrid. Vous allez me dire que le FC Barcelone vient de remporter la Youth League alors qu'en début de saison, Hansi Flick leur a piqué tous les jeunes pour les amener en équipe première. Il y en a énormément qui ont excellé et avec ça, le Barça a quand même été remporter la Youth League. Non mais, c'est stratosphérique les gars. Ça veut dire que le Barça, qui s'apprêtait à vivre une saison horrible de transition, est en train de réaliser déjà avec l'équipe première quelque chose de miraculeux. Mais en plus, ils ont dû puiser énormément de jeunes, donc quasiment vider l'équipe réserve. Et malgré ça, les petits jeunes ont fini champion d'Europe des jeunes. Non mais c'est extraordinaire les gars. Ça montre à quel point la Masia est en train de sortir une génération qui est tout simplement extraordinaire, les gars. Luis Enrique estime que les journalistes instaurent un climat négatif. Waouh, quelle surprise! Avant la demi-finale du PSG face à Arsenal. Je sens à travers les questions des journalistes un climat négatif. Je suis comme du liège. Vous pouvez m'envoyer toutes les choses négatives. J'encaisse. Et encore une fois, c'est surtout en France qu'on voit ça. Moi, j'ai pas arrêté de le dire. Il y a quelques années, j'étais pas sur TikTok. J'étais surtout plus actif sur Twitter ou également sur Facebook quand on faisait nos émissions. Et je l'ai énormément dit. Je m'étais mis d'ailleurs beaucoup de journalistes à dos. Mais peu importe, ici on dit ce qu'on pense et c'est normal. Notamment à un moment donné, il y avait eu Kim Pembe. C'était l'année d'après quand ils avaient subi la remontada contre United. Il y a un mec qui lui avait dit avant le match contre Dortmund, est-ce que vous avez vu, vous voyez une cellule psychologique pour vous faire encadrer à propos de ce qui s'est passé l'année dernière. Enfin, à chaque fois, et je peux vous en sortir sur chaque compétition, à chaque fois avant un match important du PSG en Ligue, avant un match du PSG en Ligue des Champions, on a toujours à chaque fois des questions qui essayent de déstabiliser les acteurs. Et personnellement, je comprends pas. Vous êtes des journalistes sportifs français, donc même pour vous, ça va vous faire plus vivre qu'une équipe elle aille plus loin dans la compétition, même si vous pensez à autre chose qu'au sport. Alors pourquoi vouloir toujours mettre des bâtons dans les roues? Moi personnellement, c'est quelque chose qui me gave. Ça fait 8 ans que je le dis, mais bon, à chaque fois on me prend pour un fou. Tottenham, c'est encore une autre histoire. Tottenham, ils sont 16e de Première Ligue et c'est catastrophique. Regardez à titre de comparaison, Pochettino, il a perdu 17 fois en 3 saisons. Postecoglou, il a perdu 19 fois juste cette saison. Alors moi, j'accable pas Postecoglou, mais Tottenham 16e de Première Ligue, franchement, fallait se lever tôt pour y croire. Évidemment, on ne remplace pas Harry Kane aussi facilement, donc bien sûr que son départ fait du mal. Il faut le dire aussi, même si ça n'excuse pas une 16e place non plus, mais l'équipe a eu énormément de blessures, surtout au milieu de terrain et en défense centrale. Et on sait que quand tu pars pas avec tes titulaires quasiment toute la saison, c'est très très compliqué, surtout dans ces secteurs-là. Offensivement,
Solanke est un bon attaquant, mais on n'est pas non plus à la hauteur d'un Harry Kane. Et surtout, ça manque de leader offensif parce que Minson, il commence à vieillir, donc il a plus du tout le même rendement qu'avant. Le seul qui tient plutôt la route devant, c'est Kulusevski. Mais il y a énormément de blessures, énormément de turnover, et donc une équipe qui a vécu une saison catastrophique, cataclysmique. Voir Tottenham, honnêtement, à cette position-là, ça fait énormément de peine.